Bonjour à toutes et tous et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur tout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Au sommaire de cet épisode, vous retrouverez Juliette Dubus et Lucie Roch qui vous présenteront ce que c'est réellement que d'être présidente de l'amicale des étudiants. Puis ce sera le tour de l'entretien où nous recevrons Robin Dardel, diplômé de l'école en 2020. Nous avons eu la chance de pouvoir l'interviewer en septembre avant qu'il ne parte 1 an et demi à l'autre bout du monde dans les terres australes françaises pour une mission de recherche. Il vous parlera bien sûr de cette incroyable aventure mais également de comment il a trouvé sa place dans une école largement orientée vers la pratique vétérinaire et du rôle qu'ont joué ses activités artistiques au sein de sa formation. Enfin, on a testé un petit quelque chose puisqu'on vous parlera pendant 5 minutes d'un film qu'on va essayer de vous présenter et de vous vendre, La Nuit du 12 de Dominique Moll. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis Vincent Gaucher et aujourd'hui je suis accompagné de Juliette Dubus et Lucie Roch. On va parler de l'amicale, du rôle de présidente aujourd'hui. Donc avant ça, je vais vous demander de vous présenter toutes les deux. Donc d'abord toi Juliette qui est présidente actuellement de l'amicale. Je m'appelle Juliette Dubus, j'ai 22 ans, je suis en 4e année et je suis présidente de l'amicale depuis novembre 2022. Ok, et toi Lucie? Alors du coup moi c'est Lucie Roch, je suis étudiante en 5e année et j'ai été présidente de l'amicale donc sous le mandat 2021-2022. Alors j'ai demandé à Juliette de me présenter qu'est-ce qu'est l'amicale juste en quelques mots et quel est son rôle. Donc l'amicale c'est l'association qui regroupe tous les étudiants de l'école vétérinaire et donc elle s'occupe de coordonner un peu tout ce qui se passe sur le campus et qui touche aux étudiants. Alors Juliette, pourquoi t'as voulu faire présidente d'abord? Je sais pas trop, j'avais envie de m'investir pour l'amicale surtout. Et je l'avais pas fait jusqu'à présent. Je m'étais investie dans des petits projets, mais pas spécial. Enfin, j'étais pas dans un rôle spécifique. Et c'était un rôle qui me plaisait bien parce que le fait d'accompagner les étudiants dans leurs projets, les accompagner tout court aussi, répondre à toutes leurs questions, je trouvais que c'était hyper intéressant. Ça permettait de découvrir plein de choses. Et voilà, ça me tentait bien, donc j'ai tenté le coup. Ok. Et toi, Lucie, pourquoi t'avais voulu faire présidente? Alors, j'y ai pensé donc très tôt. Et j'ai pas voulu en parler direct, enfin j'en avais parlé juste à Philippe à l'époque et j'ai attendu septembre pour en parler à mes potes parce que j'avais vraiment envie de prendre la décision moi-même et de pas avoir d'avis extérieur et pour pas regretter et savoir dans quoi je m'engageais quoi et réfléchir à la chose. Et ouais, j'avais envie de m'engager plus pour les étudiants, pour l'école et de faire plus. Voilà, d'aider les gens et de les aider surtout à concrétiser leurs projets et faciliter les échanges entre tous les étudiants et l'administration, etc. Ensuite, alors Juliette, est-ce que tu peux me dire quel est le rôle de la présidente de l'amicale? Eh bien, le rôle, c'est de coordonner toutes les teams qui constituent l'amicale, d'assurer en fait le lien entre ces teams et aussi le lien entre l'administration, les étudiants, les services techniques et les étudiants, et aussi les étudiants entre eux. Voilà, globalement ce que je fais. Est-ce que toi, t'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord. Je vais juste préciser pour l'histoire de team, pour ceux qui savent pas trop, en gros, dans l'amicale, c'est divisé en plusieurs teams. Donc, tu as par exemple la team sécu qui s'occupe de toute la sécurité, notamment sur les événements, en soirée, etc. La team hygiène qui s'occupe de tout ce qui est hygiène sur le campus et au cercle, donc lieu privilégié des étudiants. Et donc, tu as plein de teams différentes. Tu as une team pour le sport, tu as une team événementielle. Je vais en oublier, je m'excuse. Mais voilà, en gros, l'amicale est subdivisée en plein de teams, donc d'équipes qui vont gérer plusieurs aspects de la vie étudiante. Et ouais, c'est vraiment le job d'un peu coordonner tout ça, chapeauter et d'être en lien aussi avec les étudiants qui sont pas forcément dans ces teams, mais de pouvoir mettre tout le monde en lien et d'échanger avec eux. Et alors comment ça s'est fait la transition de bureau? Est-ce que c'est comme pour les présidents, est-ce que vous vous serrez la main et vous vous filez les clés? Donc comment ça se fait? Et est-ce que toi Juliette
t'as été accompagné, comment tu reprends d'un coup en fait le bureau? Déjà, on en a beaucoup discuté avant, quand Ok. j'en ai parlé à Lucie que je voulais potentiellement être présidente de l'amicale. Ensuite, pour la passation en elle-même, ça s'est fait en amphi. On a fait un petit discours que j'aime beaucoup. On a beaucoup pleuré. Pas moi. Et après, pour avoir les clés, parce que sans les clés, on peut pas faire grand-chose, on a fait un beer pong. Ça, je crois que c'est secret, faut pas le dire. Ah non. Alors, combien de temps ça prend d'être présidente de l'amicale? Enfin, est-ce que tu peux estimer le temps sur soit un jour, une semaine, je sais pas. Je pense que ça dépend, c'est assez variable en fonction des moments. Là, par exemple, ça me prend un peu de temps parce qu'on est en train de préparer la commission qui va valider les projets. Mais en moyenne, je dirais, ça fait à peu près 2 heures par jour. Ok. Toi, Lucie, t'es... Ouais, j'aurais dit à peu près pareil. Après, donc moi j'avais pas, enfin, on avait des projets un peu étalés partout parce qu'il y a eu une modification là récemment au niveau de l'orga, et surtout je trouve qu'il était super chronophage. C'est assez étalé dans ta journée, et t'as plein de petits messages de gens qui te contactent pour telle ou telle raison, et c'est très étalé dans ta journée. Je me disais pas le soir, bah tiens, je fais 2 heures d'amicale, parce que t'as en fait tout au long de la journée t'as des problèmes à gérer, t'as des galères, t'as des questions, et du coup c'est assez étalé dans ta journée, et t'as des journées où tu vas avoir 20 nouveaux messages en 1 heure, et d'autres où ça va être relativement tranquille, et donc il y a ça à rajouter à tout le travail derrière, de signer les devis, vérifier que tout va bien, etc. Ok. Du coup, ma question suivante, c'était quelle est la journée type, mais vu ce que tu viens de me répondre, il y en a pas vraiment. C'est plus donc des petits trucs à faire un peu tout le temps. Ouais. T'as un peu des semaines types avec des trucs à faire un peu toutes les semaines, mais c'est vrai que dans la journée tu peux pas dire je vais faire ça, ça et ça dans tel ordre, parce que c'est hyper dépendant des messages que tu vas avoir, des problèmes que tu vas rencontrer, des projets qui sont portés aussi, etc. Alors justement, est-ce que c'est pas parfois un peu lourd d'avoir tout le temps, je sais pas s'il y en a tout le temps des gens qui nous envoient des messages ou quoi. Est-ce que vous arrivez à faire des temps de pause? Est-ce que il y a des moments où vous faites ok, ce week-end je gère pas, ou quelque chose comme ça? Moi, je sais que je fais ça pendant mes pauses, entre guillemets, quand je suis en train de faire quelque chose, j'y pense pas. Et après, quand j'arrête ce que je suis en train de faire, j'y pense, et je réponds aux messages que j'ai reçus entre-temps, aux mails auxquels je pense auxquels il faut que je réponde. Voilà, ce genre. J'essaie de m'organiser comme ça, mais je fais pas des journées sans amicale, parce que il y a quand même toujours un peu des urgences ou des choses à gérer importantes que je peux pas trop laisser traîner, quoi. Et j'ai aussi une règle, c'est que si ça prend moins de 5 minutes, je le fais de suite pendant mes pauses. Waouh, ça c'est incroyable ça. Très bonne règle. Ouais. Alors justement, pour revenir sur le temps que ça prend, donc là faut associer les études, donc toutes les responsabilités à l'amicale, et peut-être les activités extrascolaires que vous avez. Donc comment vous avez fait, ou comment toi tu fais, Juliette, en ce moment pour gérer ça? Est-ce que c'est quelque chose, enfin avant t'as toujours réussi à faire ça, ou est-ce que finalement t'as dû organiser différemment maintenant pour gérer ça? Je pense que ça s'est organisé un peu naturellement quand même, parce que j'avais pour habitude de travailler les cours magistraux l'après-midi. Donc là pareil, je fais l'amicale un peu en même temps pendant les pauses et tout ça, et le matin quand j'ai TD, je fais pas de l'amicale. Et moi c'était pas du tout ça. toi c'était comment alors? Moi j'avoue, je faisais un peu d'amicale pendant mes TD. Non, c'est non, moi je me prends beaucoup plus la tête. J'arrivais pas, comme Juliette dit, à faire quelque chose, ne pas y penser, et là dire c'est ma pause, là je fais de l'amicale. C'était vraiment, j'avais toujours ça en fond, me dire faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut penser à ci, et vraiment c'est un truc que j'avais tout le temps en fond, et j'arrivais pas trop à m'en défaire. Et du coup je faisais ça un peu tout le temps entre guillemets, parce que j'étais tout le temps en train de penser à un truc, et comment j'allais gérer tel truc. Peut-être pas très efficacement du coup, mais j'arrivais pas à me dire là on fait autre chose, là on est en TD quoi, genre j'étais toujours en train de signer un petit devis, ou voilà. Alors comment on le vit d'être président? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on est projeté vers l'avant? Est-ce qu'on se sent plus important? Je sais pas. Non, je dirais pas plus important. Par contre, ça m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup de monde, et des gens vers qui je pense que j'aurais pas forcément rencontré en dehors, et des gens super intéressants, super motivés, et ça c'est vraiment cool. Je trouve que c'est un aspect hyper positif du poste de président, ou même d'être à l'amicale tout court en fait. Mais non, après pas forcément mis en avant. Alors quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez eu à faire? Je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est de rendre l'amicale moins opaque aux yeux des gens, et
ouais, que ce soit plus transparent aux yeux des étudiants, parce que j'ai l'impression en fait, tu vois, ils se rendent pas compte que s'il y a des sacs à caca, c'est parce qu'il y a des étudiants qui ont rempli les distributeurs avec des sacs à caca et qui les ont commandés en avance. Et c'est des étudiants comme eux, en fait. C'est pareil pour les poubelles qui sont sorties, c'est pareil pour les éthylotests ou les préservatifs qui sont à l'entrée des booms. C'est des étudiants, comme tous les autres étudiants, qui n'ont pas des compétences spécifiques, qui se sont occupés de tout ça. Et je pense que les gens qui s'impliquent pas forcément dans l'amicale alors qu'ils en profitent tout autant que les autres, c'est surtout qu'ils savent pas, en fait, comment ça se passe et qui gère ça, comment ça se fait. Et je trouve que c'est hyper difficile de montrer ça aux gens et de leur faire comprendre ça. Et notamment aux nouveaux étudiants. Et je trouve que faudrait trouver un moyen de le faire, mais pour l'instant, on n'a pas trop trouvé. Ouais, en fait, je trouve que quand t'es pas dans l'amicale, moi-même la première, même quand j'étais juste entre guillemets, à la team hygiène, je me rendais pas compte de tout ce que c'était, en fait, l'amicale. Et tu te rends compte que oui, en fait, c'est pas juste les événements qu'il y a, par exemple, je sais pas, la journée des clubs, les soirées, etc. T'as aussi plein de un travail de fond à côté, en fait, où c'est pas visuellement, tu te dis pas tiens, il y a des nouveaux sacs à caca, mais oui, ils y sont. T'as le nettoyage du cercle qui est fait, t'as plein de trucs comme ça où les teams travaillent derrière et c'est pas forcément visible. Et c'est un truc que effectivement je trouve que les étudiants ont pas forcément conscience. Alors ça, c'était justement une de mes questions suivantes. Est-ce que vous avez eu la sensation d'avoir eu de la reconnaissance? Toi, c'est pas encore fini, Juliette, mais est-ce que Lucie, toi, t'as eu de la reconnaissance ou quoi par rapport à ce que t'as fait? Ouais, je me suis jamais sentie non reconnue, on va dire. Mais ouais, j'ai toujours eu de la reconnaissance. Donc oui, il y a toujours forcément des petits embêtements où tu te dis là franchement c'est un petit peu abusé et ils prennent pas trop en compte ce qu'il y a derrière et les conséquences que ça implique aussi pour l'amicale et pour le travail que toi tu fournis. Je pense notamment une fois où on a eu la réautorisation donc des boumettes, donc les soirées en semaine et le vendredi de la même semaine il y a eu plusieurs dégradations au cercle, disons. Et voilà, c'est des trucs que les gens ont pas forcément conscience. Et là, tu te dis ça fait entre guillemets un peu, c'est embêtant de s'être battu comme ça pour avoir justement le retour d'événements. Et au final, que derrière, on casse un peu le truc et que on passe un peu pour des imbéciles aux yeux de l'administration et autres. Mais sinon, jamais je me suis dit je suis pas reconnue ou non, j'ai toujours eu des bons rapports. Et toi, Juliette, t'as pas encore fini, mais est-ce que t'as la sensation que tu vas en avoir ou que t'en as un minimum ou pas de la reconnaissance? Ouais, je pense. Honnêtement, il y a pas mal de gens déjà qui m'ont dit merci, donc c'est vraiment très très gentil de leur part. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles, on a déjà peut-être un peu parlé, mais auxquelles nous on pense pas et que vous avez à faire face? Moi, les seules que je vois, c'est celles dont on a parlé là, les étudiants pas assez responsabilisés, qu'on n'arrive pas à responsabiliser, et qui pour autant profite de l'amicale, de ce qu'elle propose, de toutes les installations qu'elle entretient et tout ça. Ouais. Et ce qui est aussi un peu un lien avec ça, je trouve, ce qui est compliqué, c'est des fois faire le lien entre administration et étudiants. Et en fait, arriver à faire comprendre aux étudiants certains points concernant l'administration et inversement à l'administration certains points concernant les étudiants. Et des fois, c'est un peu compliqué à faire passer certains messages et à défendre les intérêts des étudiants sans non plus abuser, quoi. Ok. Alors Lucie, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté maintenant parce que ton mandat il est fini maintenant depuis novembre? Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être présidente de l'amicale? Je dirais un peu plus de confiance en moi quand même. J'ose plus faire certains trucs et m'imposer quand même un peu plus que je le faisais. Bon, je partais de très loin quand même, ceci dit. Mais ouais, ce niveau-là. Et peut-être plus arriver à travailler un peu plus en groupe aussi, en équipe. Et écouter les gens autour de moi, tout en sachant aussi prendre en compte mon avis et faire la part des choses. Et donc toi, Juliette, ça fait peu de temps maintenant, mais est-ce que tu penses que il y a quelque chose déjà que tu vois que ça t'apporte en plus? Déjà sur l'organisation, ce que je disais quand ça prend moins de 5 minutes, on le fait de suite. Ça, avant, je le faisais pas et je le fais depuis que je suis à l'amicale et c'est vachement chouette comme concept. Ça, puis le travail, déjà organisé, le travail en équipe et coordonner les gens avec qui tu travailles. Ça, c'est quelque chose auquel j'avais jamais été confrontée vraiment et ça prend au fur et à mesure. Ça vient pas
vient pas de suite. Ok. Et je trouve que ça te fait quand même vraiment grandir. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu rencontres plein de gens avec plein d'opinions, des gens avec qui forcément, tu t'avais pas forcément d'interaction avant et plein d'opinions différentes et tu vois aussi des choses sous de nouveaux angles et c'est hyper intéressant et enrichissant comme expérience. Ok. Juliette, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être des projets à venir de l'amicale? Je sais pas si... si, je peux en parler. Il y a plein de projets on présente une quinzaine de projets à la commission, dont des projets qui sont quand même de grande ampleur. On parle de peut-être refaire le City en mettant des barrières, mettre un sol. Le terrain de volley aussi, qui avait été commencé l'année dernière. Il y a aussi le stade. On aimerait bien que ce soit en meilleur état. Il y a également Colette 3.0. Ouais. Qui est un peu urgent. Mais qui arrive, on l'espère. Qui arrive sûrement. On aimerait bien mettre un piano dans le cercle aussi. On aimerait mettre un sonomètre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sécuriser aussi l'entrée. Je sais pas si vous voyez, il y a une marche au niveau du cercle. Ouais. Un gros dénivelé, on aimerait mettre quelque chose pour que ce soit moins dangereux déjà. Ok. Et puis les meubles du cercle aussi qu'on aimerait changer, rénover, réutiliser. Voilà. Ok. Et tout ça, c'est des projets qui sont globalement menés par les étudiants, encore une fois, et que l'amicale soutient, du coup. Ouais, en fait, on a fait un nouveau système où chaque projet est porté par 1 ou 2, 3 étudiants, et ils viennent le présenter en CA, pour qu'on puisse vraiment comprendre bien le projet et savoir les axes à améliorer. Et ensuite, le bureau de l'amicale fait une synthèse pour l'administration, et on le présente donc en commission, là, ce sera le 7 mars, pour valider en fait les projets. Sous une forme est-ce que c'est faisable ou pas, et après si on nous dit c'est faisable et on l'accepte, on voit et on travaille tous ensemble pour réaliser les projets qui ont été acceptés et avoir les financements. Ok. On va finir sur est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait faire ce rôle? Quels conseils vous donneriez? Je pense que si t'as envie, faut y aller déjà. Et pas hésiter à en discuter avec les anciens, donc tous ceux qui t'ont précédé. Parce que je pense qu'on a sûrement eu les mêmes doutes et mêmes peurs que toi. Donc voilà. Je sais pas, Juliette, ce que t'en penses. Faut bien se renseigner, faut parler avec les gens, faut savoir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Et ensuite, faut foncer si on est chaud. C'est hyper, on va dire, c'est assez chronophage, c'est assez intense comme année, mais ça t'apporte quand même plein de trucs à côté, c'est hyper enrichissant, c'est hyper intéressant. Tu fais des rencontres très très cool, donc voilà. Si t'as envie, juste renseigne-toi sur dans quoi tu t'engages, mais fonce. Ok. Pour finir, je vais dire que donc là on a parlé avec les 2 présidentes, mais on pense aussi à tous ceux qui participent dans toutes les autres teams, etc. Et que y a pas que le président a un rôle important évidemment, mais il y a tous ceux qui participent qui ont un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'amicale, et donc on pense à eux. Et voilà. Je voulais juste remercier donc toutes les teams et tous les étudiants qui portent des projets, parce que les étudiants qui portent des projets, c'est pas forcément des gens dans des teams et qui s'impliquent quand même, qui ont des super idées, donc c'est super cool et c'est super hyper intéressant de voir que les étudiants s'impliquent dans l'amicale, et même s'ils sont pas forcément dans une team, ils ont quand même des idées, ils portent des projets, ils sont pas là juste à attendre qu'on fasse pour eux. Quelque chose à rajouter, Juliette? Non, merci à tous. Et notre invité d'aujourd'hui s'appelle Robin Dardel. Bonjour Robin. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Oui. Alors, moi, effectivement, je m'appelle Robin Dardel. Je suis sorti de l'école diplômé il y a 2 ans. J'ai fait une prépa BCPST, les études veto ici à Toulouse. J'ai fait ensuite un diplôme d'école en médecine et santé de la faune sauvage au centre de soins de la faune sauvage non captive ici à l'école vétérinaire. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un master 2 d'épidémiologie, le master GIMAT, aujourd'hui GISMAT, donc pour gestion intégrée des maladies animales tropicales. Voilà, et donc je prévois d'aller travailler avec l'Institut polaire français, l'Institut Paul Émile Victor, dans les terres australes françaises l'année prochaine. D'accord, pour une période de 14 mois, c'est ça? C'est ça, sur place. Ok, en tant que service civique? Volontaire de service civique, ouais. Ok, ça marche.
Donc on va commencer par le début de ton parcours, enfin un peu après l'école du coup, parce que c'est ce qui va nous intéresser le plus. Donc ton diplôme d'école de faune sauvage, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qui t'a orienté vers ce choix-là et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais. Alors, ce diplôme d'école de faune sauvage, j'ai choisi de le faire à la fin de mes études parce que moi, je me destinais pas à faire de la pratique vétérinaire canine, bovine ou autre. Ça ne me donnait tout simplement pas envie. Donc du coup, j'ai cherché d'autres voies et dans ma volonté d'explorer, d'essayer de nouvelles choses et de peut-être me rapprocher d'une carrière qui me faisait plus envie, je me suis intéressé à la faune sauvage. Et donc ce diplôme d'école, c'était pour moi une double occasion déjà de me réorienter tout doucement vers le monde de la faune sauvage plutôt, qu'on m'a toujours dit être très fermé et j'avais envie de me l'ouvrir justement, donc pourquoi pas me former là-dedans. Et aussi parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour redécouvrir ce que je voulais faire de ma carrière, de la suite du post-école. Donc ce DE m'a permis d'avoir des compétences qui m'intéressent et en plus d'avoir du temps pour prendre confiance en moi et réfléchir un peu plus, quoi. Et donc t'avais jamais fait de stage avant en faune sauvage ou quoi que ce soit avant de faire ce diplôme d'école? Non, jamais. J'avais essayé de faire des stages en zoo, mais les stages en zoo, c'est un milieu qui est extrêmement compliqué et j'ai pas beaucoup insisté, c'est vrai, pendant mes études. J'étais très occupé à l'école. Le monde du zoo, c'est un monde qui est petit. Il y a pas beaucoup de postes, il y a pas beaucoup de stages et en fait en général une fois qu'on y est, c'est bien parce qu'une fois qu'on a un pied dedans, on y reste plus ou moins si on a envie, mais quand on a envie d'y rentrer et qu'on est tout nouveau, c'est pas facile, quoi. Faut insister, il faut se trouver un petit réseau et ça n'a pas été mon cas. J'avoue, j'ai pas beaucoup insisté. Et du coup, c'est cette année qui t'a servi à attendre et à réfléchir un peu à ton parcours, potentiellement en faune sauvage, potentiellement en recherche, etc. C'est ce qui t'a conduit ensuite à faire ce master JMAT? Ouais, tout à fait. J'ai découvert l'existence du master pendant mon DE parce qu'arrivé à la moitié du DE, il a fallu que je me demande ce que je ferais après le DE. On m'a parlé de ce master-là et je me suis rendu compte que la recherche, ça faisait finalement un petit moment que ça me titillait. Parce que moi qui veux pas faire forcément de pratique, si je veux travailler avec de la faune sauvage, l'étudier en fait c'est aussi quelque chose qui me passionnait, enfin qui avait l'air d'être intéressant en tout cas. Et donc ce master des maladies animales tropicales sur les maladies animales tropicales, il m'a fait de l'œil un petit peu, sachant que moi j'ai vécu en pays tropical longtemps aussi quand j'étais jeune. Donc c'était aussi peut-être pour moi une occasion de m'ouvrir des portes pour y retourner, quoi, pour retourner y travailler. Alors ensuite, on va parler de ton service civique que tu vas faire. Ouais. Donc tu vas partir 14 mois en Antarctique. Est-ce qu'il y a des choses que tu appréhendes particulièrement pour cette aventure? Oui, c'est quand même c'est pas rien. Donc il y a pas mal de gens à l'école Veto de Toulouse qui issus de l'école Veto de Toulouse qui y sont allés. Donc j'ai pu déjà discuter avec eux. Mais ça va être une mission de recherche sur plusieurs espèces endémiques de ces régions-là, comme le manchot royal ou certains oiseaux austraux. Donc je serai pas en Antarctique même, je serai dans des îles subantarctiques, dans l'archipel de Crozet. Donc pas sur la banquise quand même, mais il y a pas mal de choses que je pourrais appréhender. Ouais, l'isolement, le fait de partir aussi longtemps. Il faut vivre avec peu de monde dans un petit endroit parce que là où je vais en fait il y a ni habitation ni commerce, c'est juste une base scientifique et militaire sur une île rocheuse au milieu de l'océan à plus de 3000 km de la plus proche terre habitée. Donc toutes les appréhensions vont plutôt autour de ça, quoi. Après le rythme de travail sera intense, le climat sera intense, mais ça on m'a toujours dit que on s'y fait quand on y est. Ok, vous êtes combien du coup à partir? Alors, ça dépend de la saison, parce qu'en fait, là-bas, l'année est divisée en deux. Les 6 premiers mois, entre novembre et mars à peu près, sont des mois d'été, là-bas, l'été austral. Et donc, c'est une période où les animaux sont les plus présents sur l'île. Les manchots se réunissent en colonie pour se reproduire. Donc, en fait, c'est là où il y a le plus d'activité. Donc là, il y a à peu près un double d'effectif là-bas qui est autour d'une 60aine de personnes, de ce que j'ai compris. Et les 6 derniers mois, donc l'hiver austral, par contre, la base se vide et reste là-bas seulement les hivernants, donc ceux qui restent l'année entière. Et là, on est moins nombreux. On sera une trentaine, tout corps de métier confondus. Et tout le monde sur les mêmes projets de recherche? Alors, les chercheurs, on sera assez peu, hein. Finalement, on sera une dizaine peut-être, plus des contractuels qui passeront entre deux ravitaillements. Mais sinon, la plupart des personnes présentes là-bas sont aussi des militaires, parce que cette île sert aussi à avoir une présence militaire dans l'océan, dans le sud de l'océan Indien. Et ce sont les militaires qui s'occupent de la logistique, de l'électricité, de l'entretien des bases, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert ce service civique? Est-ce que tu as passé des épreuves de sélection pour participer
à cette aventure? Ouais, j'en ai entendu parler pendant ma dernière année d'études au centre de soins de la faune sauvage, justement, parce que j'ai fait une dernière année orientée NAC faune sauvage. Et à l'époque, c'était Arnaud Faré, donc qui passait par l'école, qui était un ancien étudiant d'ici, qui était diplôme d'école en faune sauvage et qui lui se destinait à le faire. Et donc c'est grâce à lui que j'en ai entendu parler et ça m'a trotté dans la tête. Pendant mon année de DE, j'ai essayé d'être pris pour partir 6 mois et en fait j'ai été refusé. Et là, c'est cette année que ça a fonctionné. Et donc le recrutement, il est assez long et assez fastidieux parce qu'en fait, on commence par un entretien simple pour parler de ton CV, parler de tes motivations, parler du projet. Et si déjà tu as la chance de passer cette première phase de sélection, en fait, tu fais partie d'un pool de candidats. Donc là, ils en ont gardé 4 ou 5 pour mon projet qui sont classés par ordre de préférence. Donc il faut être le premier. Donc là, ça a été mon cas. Au bout de plusieurs entretiens pour plusieurs projets, il y en a un où enfin ça a fonctionné. Et une fois que tu as été pris, il suffit pas de convenir à tes directeurs de recherche pour partir, il faut passer des entretiens psychologiques et des tests de santé, parce qu'en fait là-bas l'isolement et le faible accès à des soins médicaux demandent quand même d'être en bonne santé physique et mentale. Et donc là on est invité à aller à Paris pour faire une journée d'examens médicaux. Donc ils font toute une batterie de tests. Et après ça, on va voir un psychologue au ministère des Affaires étrangères à Paris qui nous fait passer une après-midi d'entretien aussi. Donc là, il y avait 3 heures de tests psychologiques écrits et oraux. Ça ressemble à quoi ça? Les tests? Ouais. Alors c'était assez marrant parce que même maintenant, je comprends pas bien en quoi ça a aidé à comprendre si je suis apte à partir ou pas. Mais je sais pas mon métier. Mais il y avait 4 tests écrits, donc 2 tests de personnalité. Dont un petit peu alambiqué avec des questions qui se répondent, qui se contrarient les unes les autres. En fait, je pense que j'imagine qu'en croisant les réponses, ils arrivent à dresser un profil. Il y avait aussi ce qu'ils appellent des questionnaires biographiques. Donc, c'est des questions sur toi, sur ta vie, sur ton entourage, sur ta situation familiale, des questions un peu perso. Après ça, ils m'ont demandé sur une grande feuille blanche de me décrire, tout simplement. Donc, de la manière que je veux. Donc, j'ai fait des petits tirets et décrire ma personnalité, mon tempérament. Et ensuite, l'entretien d'à peu près 1 heure avec le psy, où il reprenait un peu tout ça. Des questions sur moi, des questions sur mon passé, des questions sur mes motifs. Et il m'a parlé un peu de la vie là-bas, pour voir un peu mes réactions, j'imagine. Et j'ai eu droit à un test de Rorschach, là, le test avec les tâches symétriques qu'il faut identifier. Apparemment, c'est discutable, mais... Et alors justement, en parlant de la vie là-bas, est-ce que tu peux nous dire, je suppose que tu t'es renseigné avant de partir, donc est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, combien d'heures vous avez travaillé par jour? Ouais. Alors c'est un truc qui était marrant, c'est que j'ai un peu posé la question en entretien où je n'ai pas été pris d'ailleurs, et où j'ai dit que j'aimerais bien avoir des week-ends, et tout le monde a rigolé autour de la table. Donc en fait, on m'a expliqué qu'on ne travaille pas au rythme de la semaine, on travaille au rythme des animaux en fait. Donc c'est si la météo le permet et que les animaux sont là, t'as pas de raison de pas être en train de travailler avec les animaux et d'aller chercher tes données et de faire tes manips. Donc en été, la météo est meilleure et les animaux sont là, donc le travail est visiblement, de ce qu'on m'a dit, hyper intense. Donc c'est lever tôt, coucher tard et pas de week-end, et on enchaîne comme ça tous les jours pendant plusieurs mois. Avec j'avais dit que l'été il y a plus de monde parce qu'en plus des hivernants, il y a aussi ce qu'on appelle les campagnards d'été, c'est ceux qui font la campagne d'été qui sont là avec toi. Et donc qui t'aident, qui t'assistent sur le projet. Donc là, le début est très intense. On est souvent sur place pour voir les animaux. Et quand l'hiver arrive et la météo est un peu moins clémente, les animaux sont moins là et il y a moins de monde, la charge de travail diminue. Et il est possible apparemment d'avoir des jours libres, voire des semaines libres si tu peux pas sortir. Et dans ce cas, libre, ça veut dire se rendre utile pour les autres, assister ceux qui ont éventuellement besoin d'aide sur la base, ranger tes données. Ouais. Voilà. Donc le boulot sera assez intense. Parce qu'il doit pas y avoir énormément de distractions sur l'île, donc au final, ton temps libre, je sais pas trop comment tu l'occupes. Il faut prévoir. Moi, je sais que sur l'île, je sais qu'il y a une salle de sport, une salle de musique. Ils ont aussi une bibliothèque, une ludothèque, et il y a de quoi regarder des films ensemble. Okay. Apparemment, il y a un petit bar pour faire la fête, donc on s'ennuie pas le soir. Et après, c'est à chacun de gérer ses distractions. Et effectivement, dans les entretiens, pendant le recrutement, on m'a demandé si j'étais capable de m'occuper seul quand j'avais rien à faire. Et moi, ça n'a jamais été un problème. J'ai déjà envoyé là-bas un ordinateur avec de quoi faire du montage photo, du montage vidéo, plein de choses comme ça. Donc ouais, il faut s'occuper. Et apparemment, c'est assez intense. Et tous ces choix de parcours dont tu nous parles, donc le Master JMAT, le DE de faune sauvage, et maintenant partir dans les terres australes françaises en tant que chercheur, est-ce que au final, ces choix où tu n'exerceras pas en tant que praticien, c'est des choix que tu as fait par rejet de la pratique du coup, ou simplement par envie?
Je pense que en sortant d'école, je suis allé faire ce DE peut-être par rejet de la pratique. Et l'envie m'est venue après ça en fait, parce que pendant l'école, on a tellement le nez dans ce guidon là d'une carrière de veto praticien qu'on n'arrive pas à envisager autre chose, et on a l'impression que si on ne fait pas ça, on va droit dans le mur et on est à côté de la plaque et on n'a rien à faire là. C'est un peu le sentiment que j'ai eu en école. Donc il m'a fallu quand même du temps, et c'est ce que m'a permis ce DE pour redévelopper une nouvelle envie. Donc je pense que partir dans la recherche, partir dans les tafs, faire le master, ça a été fait par envie. Mais il a fallu d'abord que j'accepte le fait que je rejetais la pratique. Et donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que t'as apporté ta formation vétérinaire dans ce que tu vas faire maintenant? Ouais, alors la formation veto, malgré tout ce que j'en dis, elle est formidable parce qu'elle t'ouvre énormément de portes. Déjà, elle fait de toi le professionnel référent de la santé animale, premièrement. Donc en fait, que ce soit pendant mon master, pendant mon stage ou pour le travail dans les tafs, on a besoin de vétérinaires pour manipuler les animaux, pour les anesthésier, pour faire les prélèvements, pour interpréter les données, les données issues de ces prélèvements biologiques sur les animaux. Et tout ça, c'est ce que me permet ce diplôme vétérinaire. Il permet aussi d'avoir j'ai l'impression une grande vision du monde de la santé animale en fait. Parce que partout dans mon parcours où j'ai croisé des gens, je me suis rendu compte que les vétérinaires, en fait, avaient une culture de la santé animale qui était quand même très riche et qui te permet de comprendre un peu les enjeux, quel que soit le domaine de santé. En pays tropical, chez nous, à l'étranger. Je pense que cette formation, elle permet quand même d'avoir une sensibilité et une vision de la santé animale qui est solide. Et ensuite, après, il y a tous les aspects légaux où, grâce à cette formation, tu as le droit de manipuler les animaux, tu as le droit de les anesthésier, tu as le droit de les euthanasier, tu as le droit de faire des prélèvements, et ça, il n'y a que toi qui as le droit de le faire. Même en recherche, ils ont besoin de vétérinaires pour faire ce genre d'actes. Ok, il y a des postes qui sont dédiés aux vétérinaires vraiment, quoi. Oui. Ouais, ça paraît logique, c'est vrai. Et là, pendant mon stage de Master 2, je l'ai fait auprès de l'Office français de la biodiversité, qui s'occupe de plein de problématiques de gestion de la faune sauvage en France et de l'environnement. Et il lance prochainement des campagnes de vaccination de la faune sauvage contre des maladies zoonotiques qui se transmettent dans les élevages. Et même s'il n'y a pas de vétérinaires praticiens à proprement parler qui travaillent à l'Office français de la biodiversité, ils vont avoir besoin d'engager des vétérinaires ou des personnes qui en tout cas ont le diplôme pour pouvoir aller sur le terrain, pour pouvoir capturer les animaux, les manipuler, les anesthésier, faire les prises de sang, etc. D'accord, ok. Et après les terres australes françaises, est-ce que déjà tu as un projet? Après ça, est-ce que tu sais ce que tu vas faire après ces 14 mois, même si j'imagine que déjà c'est déjà un gros morceau et tu as le temps de voir venir. Et surtout, cette espèce de rejet de la pratique dont tu nous parlais en sortie d'école, est-ce que pour toi c'est quelque chose de définitif ou est-ce que tu te vois peut-être revenir à la pratique plus tard? J'ai envie de m'y mettre parce que moi là, ça fait 2 ans que j'ai quitté l'école et en fait j'ai jamais fait un seul remplacement, j'ai jamais travaillé en clinique. Parfois par manque de motivation, par peur, par manque d'envie. Et je pense que le fait d'avoir ouvert un peu mes horizons comme ça m'a redéveloppé une petite curiosité pour tout ce monde-là que j'ai un peu laissé de côté pendant la fin de mes études. Donc en retour des terres australes, moi j'aimerais bien me frotter à la pratique, donc vivre ce que certains vivent parfois pendant leur école, ces premiers moments en clinique un petit peu angoissants. Il faut quand même que je m'y frotte, je pense. D'accord. Sinon, je pense que j'aurais une vision biaisée du monde du métier de vétérinaire praticien. Après, moi j'aimerais bien quand même rester dans le monde de la recherche. L'OFB, comme je disais, propose des postes régulièrement et c'est pas les seuls. Il y a plein d'organismes en France qui ouvrent des postes de chargé de mission, de technicien de recherche, qui sont facilement accessibles après un master 2 avec en plus un diplôme vétérinaire. Et ça, c'est un monde qui est hyper diversifié, qui ouvre à plein de contrats à durée limitée ou pas. Et j'ai un peu envie d'explorer tout ça en revenant. Ok. Et alors moi j'ai une question pendant le diplôme de faune sauvage. Est-ce que tu fais beaucoup de pratiques pendant ce diplôme, non? Bah oui, en fait en tant que DE, tu es à la fois en études, en apprentissage, mais aussi encadrant et enseignant des étudiants qui passent par le service. Et particulièrement en faune sauvage où il y a, alors comme ça évolue souvent aujourd'hui, je sais pas exactement comment ça se passe, mais à mon époque,
Ouais, j'ai dit cette phrase. À mon époque, le DE était quand même hyper autonome. Et c'est nous qui nous occupions de l'animal qui était amené au centre de soins, de l'admission jusqu'au relâché ou à l'euthanasie, en tout cas jusqu'à la fin des soins. Et effectivement, il y avait énormément de pratiques toute la journée, on faisait que ça. Et du coup, tu avais d'autres gens à qui tu devais expliquer les actes et tout ça. Est-ce que ça te plairait peut-être de faire de l'enseignement? Ouais, complètement. Moi, c'est un aspect que j'avais adoré du diplôme d'école, c'était l'échange avec les étudiants. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Surtout que ça te permet de vachement te remettre en question et consolider et questionner tes pratiques. Donc j'avais trouvé ça très cool. Et ouais, l'enseignement, ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, il faut que je m'intéresse un petit peu à comment est-ce qu'on enseigne. Je sais que le métier d'enseignant-chercheur nécessite d'avoir quand même un petit parcours universitaire. Et ouais, ça, il faut avoir envie de le faire quand même. Ouais, bah t'as déjà bien entamé après, avec un M2 et tout ça, tu peux... Ouais, il reste quand même un gros morceau après le M2. Ouais. Une petite thèse d'université à écrire. Mais ça, c'est des questions que je me poserai peut-être au retour de mon voyage. D'accord, oui, puisque j'allais dire, c'est aussi une façon, notamment en école vétérinaire, d'allier la pratique et la recherche. Ouais. De travailler en clinique. Ouais, c'est vrai. Alors maintenant, on va aborder quelque chose de complètement différent. Comme je te connais un peu personnellement, je sais que tu as eu une vie extrascolaire pendant tes années d'école qui était très riche. Est-ce que tu peux me raconter quelques-unes de tes aventures audiovisuelles? Il s'en est passé des choses quand je travaillais pas à l'école vétérinaire. Déjà, moi, à l'école, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme moi qui étaient très motivés par des créations artistiques et parfois un petit peu moins par les cours. Mais du coup, ça nous a permis de vivre des moments sympas. Donc, il y a eu le club théâtre où on a vécu des très beaux moments. Il y a eu la musique qui m'a permis de créer mon petit groupe avec 4 potes de promo. Les Bad Balls, pour ceux qui connaissent pas, on a un YouTube et une page Facebook et un Instagram. Donc ça, c'était super. En plus, l'école et l'amicale nous ont permis de nous produire dans des événements étudiants un peu partout. Donc ça, c'était génial. Ouais, les Ovalies notamment. Ouais, les Ovalies. Énorme concert. Combien de publics? Les versions diffèrent, mais on pense qu'on était entre 3000 et 4000 personnes. C'était incroyable. On a fait la première partie des Naive New Beaters, pour ceux qui connaissent. Okay. Voilà, on a grâce à l'école, on a réussi à enregistrer un petit EP qui est en ligne. Voilà, et ensuite on a aussi fait de la vidéo avec des amis. Plusieurs courts-métrages et web-séries sont visibles sur YouTube. Donc c'était des grands moments, c'est des grands souvenirs de l'école, ça. Est-ce que tu peux nous dire les noms justement de ces vidéos? Ouais, alors il y a plusieurs séries. On a le Soldat Fantôme qui est sorti, créé par Émile Battrel-Génin de ma promo. On a aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ma collection dans ma maison avec Julien Durand. C'est un délire, mais bon. Et voilà, après, il y a eu la Godwatch Company avec toi, Philippe. Ouais. Et ça, c'était une belle aventure aussi. Et puis ensuite, on a notre chaîne YouTube qui s'appelle l'Alpaga, où il y a plein de petits courts-métrages aussi qu'on a fait en plus. Donc on vous invite à aller les voir si vous vous demandez qui est Robin Dardel pour remettre une personne sur la voie. Et alors justement, comment tu as réussi à allier le côté études et ce côté extrascolaire? Est-ce que tu penses que ça t'a nuit dans tes études ou au contraire, est-ce que tu penses que ça t'a apporté beaucoup de choses? C'est une bonne question parce que c'est sûr que ça me prenait du temps pendant lequel je travaillais pas. Mais je pense que mine de rien, ça maintient s'amuser comme ça en dehors des cours et profiter de l'ambiance de l'école pour ça crée un attachement à l'ambiance de l'école, au lieu, à l'amicale, aux personnes qui vivent avec toi. Et donc je pense que mine de rien, ça m'a quand même vachement ancré dans l'école en fait. Ça m'a permis de m'investir peut-être. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pu décrocher pendant mes études. Ok. Donc tu penses qu'au contraire, c'est quelque chose qui t'a maintenu Moi, je pense que c'est très important, ouais. Je pense que si on s'amuse pas, c'est ça ou... Ouais, c'est ça, c'est interagir. Ce contexte de l'école, en fait, il est tellement effervescent et tellement vivant qu'on l'aime quand on y est. Et ce qui fait que les moments qui peuvent être parfois lourds, pénibles ou même psychologiquement compliqués quand on a du mal, parfois à s'investir dans les cours, en fait, tu tiens le coup parce que t'as tout ça à côté, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont du mal à lâcher prise et qui ont la tête dans les études pour justement essayer d'aller faire des activités à l'extérieur? Moi, je pense que rien que la vie à l'amicale et les clubs qui s'y trouvent, c'est une occasion de fou de faire des projets, de rencontrer des gens. On n'est pas obligé d'aller à toutes les soirées parce qu'on n'aime pas tous aller en soirée. Mais il y a plein de choses à faire sur l'école en petits groupes, avec du monde.
intéressez-vous au club, intéressez-vous à ce qui s'y passe parce que c'est l'occasion de rencontrer des gens qui vous ressemblent en fait. Ouais. Et c'est via les clubs que moi j'ai rencontré tous ces copains musiciens, cinéastes, comédiens et avec qui on a passé ces super moments quoi. C'est grâce au club. Ouais, ça c'est un message qui s'adresse aussi un peu aux membres du personnel et aux enseignants parce que dans les dernières années, on a essayé d'ouvrir un petit peu. C'est toujours compliqué d'éclater la bulle. C'est aussi un des principes de ce podcast au final, de venir recréer du lien et de la connexion entre des communautés qui parfois communiquent pas forcément beaucoup entre elles. Et les clubs de l'amicale sont ouverts dans la théorie, dans les statuts, etc., au personnel, aux enseignants. Il y a des gens qui font partie du club théâtre, qui ne sont pas des étudiants. Il y a des gens qui font partie de plusieurs clubs, le club potager, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi. Donc, il faut pas hésiter à contacter l'amicale et à chercher à créer ce lien-là, quoi. Ouais, je pense que c'est aussi un bon conseil pour tous les nouveaux arrivants et nouveaux étudiants de tester tous les clubs et de ensuite rester là où on se sent bien, quoi. Ouais, il y a vraiment plein de choses à faire et il y a plein de gens super. La manière dont tu as vécu tes années d'école et comment tu nous les présentes, j'ai l'impression que c'est un modèle que tu as cherché à un peu conserver sur ta vie professionnelle. Donc, tu sembles toujours garder un équilibre entre le pro et les activités extra-pro. Tu continues le groupe de musique, etc. quand tu peux, même si évidemment, c'est plus compliqué qu'à l'époque où tu étais étudiant. Bon, là, évidemment, comme tu vas partir 14 mois dans les terres australes à travailler tout le temps, ça s'applique pas trop. Mais concrètement, est-ce que tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire? Est-ce que pour toi, c'est un objectif de vie de réussir à équilibrer bien le travail et de ne pas consacrer ta vie juste au travail et d'avoir ces choses à côté nécessaires qui vont te permettre de t'épanouir? Ouais, clairement. Après, on n'est pas tous pareils. Je sais qu'il y a des gens, le travail est une source d'épanouissement qui est déjà significatif et c'est super. Ils ont beaucoup de chance, je pense. Mais moi, personnellement, ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas, c'est sûr et certain, parce qu'il y a trop de choses que j'aime faire et découvrir que je ne veux pas sacrifier. Et effectivement, j'aimerais bien. J'avais jamais vu ça comme ça, mais baser un petit peu ma vie professionnelle sur ce modèle que j'avais un peu en vie étudiante. Vraiment être partagé presque à 50% entre travailler et créer avec des gens, avec des proches, quoi. Et pour moi, ce sera aussi hyper important plus tard, ça c'est sûr. Et pourquoi pas essayer d'allier les deux, quoi. Est-ce que tu penses que c'est ces aspects-là aussi qui t'ont rejeté de la pratique et de l'image que tu t'en faisais au début? Ouais, clairement. En fait, aujourd'hui, et je me trompe probablement, vu que finalement je n'ai jamais essayé, mais j'ai une image moi, quand j'imagine un vétérinaire, j'imagine quelqu'un qui est vraiment dévoué à sa carrière et à son boulot, qui passe beaucoup de temps, à mon humble avis trop de temps. Après, si on est passionné par ça, moi, encore une fois, je dis c'est une chance et c'est super. Mais effectivement, quand je me suis imaginé en clinique, en sortant d'école, ça ne m'a absolument pas fait rêver, quoi. Beaucoup de pression, des heures qu'on ne compte plus, des gardes, des contraintes d'emploi du temps qui sont assez lourdes. Je sais qu'il est possible de se construire la carrière dont on a envie aussi. On n'est pas obligé de s'enfermer dans ce genre de rythme. Mais j'ai tout de suite eu envie, moi, de chercher autre chose. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez général parce que dans beaucoup de nouveaux étudiants, il y en a beaucoup qui ont envie de construire une vie personnelle ou juste de s'amuser à côté, de pas seulement faire que vétérinaire, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer en tout cas. Moi, ça, j'ai l'impression que on entend de plus en plus parler, ouais. Ouais, oui, effectivement, le modèle qu'on a en tête quand on arrive en école, c'est plus en fait les vétos qui étaient formés il y a 30 ans et qui ont vraiment dédié leur vie, mais je pense qu'il y en a de plus en plus aussi qui arrivent à trouver un équilibre plus sain avec leur vie de famille, oui, bien sûr, etc. Non, mais la profession vétérinaire, c'est une vieille profession et c'est super parce qu'il y a un héritage, je trouve, presque culturel dans le monde vétérinaire qui est passionnant, mais c'est aussi une profession qui, comme toutes les autres, a besoin, je pense, d'évoluer avec son temps. Et il me semble que les générations qui arrivent, c'est les étudiants aujourd'hui et les jeunes vétos, ont, je pense, une vision différente de leur carrière et de leur place dans le monde, un monde qui a changé aussi. Ouais. Des vétérinaires qui sont plus âgés et qui travaillent depuis plus longtemps, quoi. Ça, c'est un sujet qu'on abordera dans un autre podcast probablement avec d'autres invités. J'ai hâte. Parce que et j'aimerais juste revenir sur un petit point que tu disais au tout début. Là, t'as évoqué le fait que t'as grandi dans des pays tropicaux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que comment tu t'es retrouvé en France, ou en tout cas comment tu t'es retrouvé à grandir là-bas? Et surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu trouves que ça t'a apporté une culture un peu différente des gens que tu as côtoyés ici à Toulouse? Ouais, carrément. En fait, moi, mes parents se sont rencontrés en Afrique, en fait. Et moi, j'ai passé 14 ans de ma vie en Afrique.
dans plusieurs pays. J'ai vachement bougé. En pays subsahariens comme le Niger ou le Burkina Faso, mais aussi en Afrique centrale ou Burundi. Et je suis revenu en France pour passer mon bac. C'est la raison qui a fait que ma famille est retournée en France. C'était attaquer les études en France parce qu'il y a quand même plus d'opportunités. Tu pouvais pas le passer en Afrique, ça ? Le bac, je pouvais, mais pour avoir une transition un peu plus douce avec mes années universitaires, et je pense que c'était une bonne idée de rentrer sur la fin de mon lycée. D'accord. Et le retour a été hyper violent. J'ai eu énormément de mal à m'intégrer. J'ai eu un lycée un petit peu désagréable, un petit peu long. Et effectivement, en fait, là où je sens le décalage, c'est que moi, j'ai pas grandi dans le cadre de notre France métropolitaine avec ses enjeux ruraux, urbains, de santé. Et il m'a fallu, je me suis souvent senti peut-être aussi, c'est peut-être pour ça que j'ai parfois du mal à m'impliquer aussi dans les problématiques vétérinaires ici. La santé animale, les problématiques du monde rural français, c'est des choses qu'il a fallu que j'apprenne complètement de zéro en arrivant ici. Et effectivement, ça, je pense que ça a joué, ça a dû avoir un impact. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai envie de retourner peut-être plus tard travailler en Afrique ou ailleurs dans le monde. Merci beaucoup Robin, merci beaucoup Vincent d'avoir animé cet entretien avec moi. De rien, merci à toi. C'était un plaisir. On va parler d'un film. On a décidé de faire quelque chose d'un peu différent et de proposer de nouvelles choses. Donc on ne sait pas vraiment si ça va continuer ni si ça va vous plaire. Mais donc on a décidé de parler d'un film qui s'appelle La Nuit du 12 qu'on a vu ensemble. Et donc Louis, je te propose de nous parler du synopsis. Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre ? Oui, alors on avait effectivement envie de vous parler de La Nuit du 12 parce que c'est le film dont on parle beaucoup en ce moment. Il est lauréat de 6 Césars, dont le César du meilleur film, le César de la meilleure réalisation, donc attribué à Dominique Moll. Également le César du meilleur acteur dans un second rôle avec Bully Liners et le César du meilleur jeune espoir masculin avec Bastien Bouillon. Et également 2 autres Césars du meilleur son et de la meilleure adaptation. C'est effectivement une adaptation du livre de Pauline Guéna, donc 18.3, Une année à la PJ, donc qui a vécu le quotidien des brigades criminelles de la police judiciaire de Versailles. Et Dominique Moll a été touché par l'un des cas évoqués dans le livre et en a fait un film, La Nuit du 12. Donc La Nuit du 12, c'est la nuit d'un meurtre qui va hanter l'enquêteur principal de la PJ de Grenoble et nous plonge dans les interactions entre les policiers et suspects, entre interrogatoire et introspection, entre les certitudes et les doutes. Je vous propose, Philippe et Vincent, de nous donner votre avis sur ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé quelque chose dont on était d'accord avec Philippe, c'était que l'acteur principal, il faisait transmettre beaucoup d'émotions, mais sans parler, et que c'était juste lui à l'image qui arrivait à nous faire ressentir des choses. C'est un film moi qui m'a beaucoup touché et que ça pose beaucoup de questions, en particulier pour les hommes avec un petit H. Je trouve que ça permet de se remettre beaucoup en question. Du coup, ça tourne autour aussi de la relation entre les hommes et les femmes, et que moi ça m'a touché. Et toi, Philippe? Ouais, je suis d'accord, complètement d'accord. C'est un film qui est autour d'un féminicide qui, dès le premier carton, au début du film, affiche que ce sera un crime qui ne sera pas résolu. Vous l'avez pas compris parce que vous n'avez pas lu les textes au début du film, mais effectivement, dès le début, c'est écrit dans le synopsis que le crime ne sera pas résolu. Donc on suit une enquête sous le format un peu classique d'un film d'enquête où on se prête au jeu, on essaye de savoir qui est le tueur, qui a fait quoi. Et on sait qu'on n'aura pas de réponse. Et en même temps, tous les suspects peuvent être des coupables potentiels. Et c'est un film qui est franchement profondément féministe, sans en faire trop, et c'est un film qui joue juste sans en faire trop aussi, quoi, à l'image de l'acteur principal, parce que ça transmet énormément d'émotions, ça transmet un vrai message féministe et humaniste, sans être dans le surjeu, sans être dans le pathos en permanence. Donc pour moi, c'est un film qui joue juste sur toute la ligne. C'est un film français avec pas énormément de budget, avec vraiment un message original. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Et à l'occasion d'ailleurs de leur victoire de leurs nombreux trophées au César, il est ressorti en salle pour 1 semaine ou 2, je crois. Donc là, si le podcast sort bien le dimanche 12, vous aurez encore 2 ou 3 jours pour aller le voir en salle. Et sinon, Louis, tu vas peut-être nous expliquer comment vous pouvez le trouver, parce qu'évidemment, on vous parle de films que vous pouvez tous voir, que vous pouvez tous regarder depuis chez vous.
Et oui, effectivement, car grâce à la médiathèque numérique que vous connaissez peut-être déjà, mais qu'il faut absolument connaître si ce n'est pas encore le cas, donc la médiathèque numérique, elle se trouve depuis le site de la bibliothèque ou de l'intranet de la bibliothèque. Vous pouvez retrouver le site qui s'appelle Bibliothèque TECH et qui vous présente en fait les différentes bases de données pour accéder non seulement à des ressources scientifiques, mais aussi à des ressources plus généralistes, de loisirs, comme la médiathèque numérique. Là, sur la médiathèque numérique, vous avez des films très récents, dont La Nuit du 12. Donc sur la médiathèque numérique, il vous suffit de vous inscrire avec votre adresse mail ENVT et vous pourrez accéder ainsi à 6 films par mois gratuitement. Et donc c'est accessible pas juste aux étudiants, aux membres du personnel également. Exactement, étudiants, enseignants, membres du personnel de l'ENVT. Donc la courez-y. Il y a non seulement La Nuit du 12, mais aussi des films très récents dont on a tous entendu parler, notamment le film Pacifiction, Tourment sur les îles avec Benoît Magimel qui a remporté le César du meilleur acteur. Vous avez le film Novembre de Cédric Jiménez. Vous avez La Conspiration du Caire de Tariq Saleh. Les Enfants des Hôtes de Rebecca Zlotowski et encore de Cédric Lapiche. Voilà, ce sont seulement des exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi des documentaires, des films d'animation. Donc voilà, vous pouvez aller découvrir tout cela dès que vous aurez terminé l'écoute de ce podcast. Ouais, pour ma part, moi j'ai vu aussi le film Novembre qui j'ai vu au cinéma et ça m'a aussi beaucoup touché. Donc peut-être c'est comme le film La Nuit du 12, c'est pas des films où c'est fait pour forcément se détendre et se poser devant. Il y a quand même pour moi il y a quand même un petit impact psychologique. Du coup faut pas y aller en mode détente et faut quand même se préparer un petit peu, je pense. Ah ouais, quand je suis rentré après tout seul, j'étais pas bien. Ouais. Le film il m'a perturbé un peu, c'est vrai. Mais voilà, donc pour ceux qui l'ont pas vu, on vous conseille de voir au moins La Nuit du 12 et les autres films qu'on vous a conseillés. Ouais, voilà, c'est l'occasion de voir du beau cinéma, du cinéma français, et un film qui se prend pas la tête et qui dure 1h45, je crois, quelque chose comme ça, donc qui se regarde facilement. C'est pas quelque chose de trop lourd, et il y a des vraies intentions de cinéma, donc c'est vraiment une œuvre d'art, quoi, au sens d'un vrai film de cinéma comme on l'entend, quoi. Mais je pense qu'on peut dire qu'on a compris pourquoi ce film avait été autant plébiscité au niveau des Césars. Le jeu d'acteur est assez impressionnant. Et donc, comme Philippe et Vincent vous l'ont dit, ça peut être très intéressant aussi de le voir à plusieurs. Voilà, la médiathèque numérique, avec un seul compte, vous pouvez aussi être plusieurs derrière et regarder donc ce film et en débattre ensemble ensuite. Du coup, n'hésitez pas à nous faire des retours ou des appréciations, que ce soit des critiques positives ou négatives sur donc cette rubrique qu'on propose, mais aussi si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous écrire soit directement par message, soit en commentaire dans les posts qu'on fait. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, on espère qu'il vous a plu. Donnez-nous vos avis, que ce soit dans les commentaires sur Facebook, Instagram ou alors dans la vraie vie quand vous nous croisez, ça nous fait toujours plaisir. Les musiques que vous entendez dans cet épisode et dans tous les autres ont été composées par Hugo Brun, dont vous retrouverez le lien des EP en description. On se retrouve très vite, d'ici là si vous voulez rester informé, suivez-nous sur Instagram. À très bientôt.